Donc, on va lire le compte-rendu de Juliette Compion sur la 4e semaine du procès Le Squarneck. Pendant 10 semaines, les parties civiles se confient devant la cour criminelle du Morbihan. Sur les 299 victimes directes de l'ex-chirurgien, près de 2 tiers ont choisi de témoigner. 2 d'entre elles racontent le sentiment de délivrance qui les a traversées à l'issue de leur déposition. C'est pour ça que je vous le disais hier sur Gérard Depardieu, que le fait qu'il soit là, c'est une bonne chose pour les victimes. Parce que se confronter à ton agresseur, je pense que c'est toujours thérapeutique. On continue. Leur passage à la barre. Olympe, il y a un astérix, donc je pense que c'est pas son vrai prénom, et Virginie l'ont imaginé des dizaines de fois. Terrifiée et impatiente. Ouais, ça doit être terrifiant, en vrai, tu sais, de t'imaginer quand tu vas confronter ton agresseur. Animée par l'espoir de mettre des années de souffrance derrière elle, une adolescence marquée par l'échec scolaire, l'anorexie et de multiples tentatives de suicide pour Olympe, 36 ans, qui a vécu dans la haine d'elle-même après son opération à 13 ans par Joël Le Squarneck. L'ex-chirurgien a profité qu'elle soit hospitalisée. N'empêche, pardon, je fais déjà les pauses. L'avocate qui a fait la métaphore sur le fait que quand il y a un accident de voiture, on ne voit pas forcément l'accident en soi. Enfin, les témoins qu'il y a, c'est pas forcément des témoins qui ont vu l'accident, mais qui constatent des fois juste les traumatismes de l'accidenté. Et là, ça sort pas de ma tête parce que je me dis que, en fait, quand en face de toi, tu as une personne, elle a forcément, qui a vécu un traumatisme, une agression, peu importe, il y a forcément des indices. Et là, par exemple, là, on parle d'une adolescence avec un échec scolaire, l'anorexie, des tentatives de suicide. En fait, tout ça, c'est vraiment des indices comme quoi il s'est passé quelque chose. C'est des traces, en fait. C'est vraiment des traces. Et comme quand il y a un traumatisme, comme quand il y a un accident, par exemple, de la route, on fait constater tout ça par un expert. On peut aussi avoir un traumatisme psychologique suite à un accident de voiture. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai fait beaucoup d'accidents de voiture. J'en ai fait 5 en tout. Et il y a eu un des accidents, j'étais traumatisée de reprendre le volant. Donc, psychologiquement, j'ai eu un traumatisme. Et enfin, ça, je l'ai fait expertiser. Quand je suis partie faire l'expertise, l'expert était là et voilà, tu vois. Donc, en vrai, je trouve qu'on devrait un peu plus s'appuyer sur ça et le mettre en avant. Que c'est pas parce qu'on n'était pas témoin de l'accident qu'on n'a pas été témoin de voir quelqu'un d'accidenté. Et ça, souvent, c'est les proches, c'est les médecins que tu vois après, etc., qui peuvent le constater. On continue. Donc, l'ex-chirurgien a profité qu'elle soit hospitalisée sous anesthésie générale pour la violer. Quand les gendarmes lui annoncent en 2019 que son nom apparaît dans les carnets du pédocriminel, cette mère de 3 enfants éprouve une délivrance. Oh la pauvre. Elle avait l'intime conviction d'avoir subi des sévices sexuels sans toutefois en avoir aucun souvenir concret. La même année, ils contactent Virginie et lui apprennent qu'elle a probablement été violée, elle aussi, à l'âge de 9 ans. Elle a été opérée pour une appendicectomie. Cette aide-soignante et mère de 2 enfants qui portait en elle un mal-être, une douleur qui lui trottait dans la tête, elle sombre alors dans une dépression sévère. Elle prend plus de 20 kilos et passe plusieurs mois hospitalisée en psychiatrie à sa demande. Aujourd'hui, âgée de 45 ans, Virginie a fini par remonter la pente petit à petit, mais l'approche du procès qui s'est ouvert le 24 février au tribunal judiciaire de Vannes, dans le Morbihan, l'a de nouveau fragilisée. J'étais terrifiée, je faisais des insomnies. L'idée de me confronter à lui me mettait dans un état de nervosité intense, relate la quadragénaire à France Info. Même anxiété pour Olympe, dans un état de stress tel qu'elle se retrouve en proie à des pertes de mémoire, des absences. Je n'étais plus du tout focalisée sur ma vie comme d'habitude, se souvient la trentenaire. Les 2 femmes n'avaient plus qu'une date en tête, celle de leur déposition devant la cour criminelle du Morbihan. Dans ce procès fleuve, 10 semaines sont consacrées au témoignage des victimes directes et de leurs familles. Du début mars à mi-mai, sur 299 parties civiles, près de 2 tiers vont témoigner, entendus par ordre chronologique des cliniques et hôpitaux fréquentés par Joël Le Squarneck, pour des faits s'étalant de 1986 à 2014, l'immense majorité étant mineure au moment des faits. Pour celles et ceux qui passent dans les dernières semaines, le sentiment d'attente est dur à gérer, observe l'avocate Romane Codou, qui représente 15 parties civiles. La plupart sont venus les 10 premiers jours du procès pour assister aux premiers interrogatoires de l'accusé, aux témoignages de ses proches et des enquêteurs. Elles ont été très déstabilisées par ce qu'elles ont entendu. Tu m'étonnes, la Marie-France qui dit que la nièce, elle l'a bien cherché, la première victime.
et ont beaucoup de mal à reprendre le cours de leur vie, pointe l'avocate. Elles sont épuisées mentalement et tentent de garder leur force pour le témoignage devant la cour. Ah oui, ça doit être très compliqué. Aussi, Virginie et Olympe ont été soulagées d'apprendre qu'elles figuraient au début de l'ordre du passage, la première a pénétré le 6 mars dans la salle d'audience grise à l'atmosphère lourde. Elle s'est avancée derrière le pupitre, face à elle, la présidente, Aude Borézy, et les 5 magistrats professionnels de la cour criminelle, postés à quelques petits mètres, assis à sa gauche, son agresseur. Crâne dégarni et lunettes sur le nez. J'ai eu du mal à le regarder, se souvient Virginie, la voix encore tremblante. Et puis malgré les larmes, elle s'est lancée. J'ai exprimé tout le mal que ça m'a fait, tous les dégâts sur ma vie, sur mon corps, sur ma famille. Donc son témoignage y commence. Après avoir répondu aux questions de la présidente, très empathique, très douce, souligne la quadragénaire brune au visage rond. Tout au long de sa douloureuse déposition pendant plus d'1 heure, son mari Arnaud l'a soutenue, se tenant à ses côtés. Olympe est venue seule le 12 mars jusqu'à la veille. Elle a hésité à demander le huis clos. Oh la pauvre. À l'image d'une partie des victimes minoritaires, cependant, qui n'ont pas souhaité que le public et la presse aient accès à l'intimité de leur déposition. Mais j'ai estimé que ce n'était pas à moi d'avoir honte, glisse la trentenaire. La honte change de camp encore une fois. Cette blonde aux yeux bleus a livré d'une traite le récit de son parcours chaotique. J'avais besoin de raconter ce que j'avais vécu pour que mon histoire reste dans cette salle et qu'une fois terminée, je passe à autre chose, souffle-t-elle quelques jours après au téléphone. À l'issue de sa déposition, la jeune femme reçoit une vague de soutien de la part de ses avocates, de journalistes et de gendarmes qui la félicitent chaleureusement. Je m'y attendais absolument pas, rapporte Olympe, encore sidérée. Son témoignage est repris à la radio, dans les journaux, y compris sur la manchette de Ouest France, exposée sur les petits panneaux à l'entrée des bureaux de tabac où son conjoint se rend le lendemain. Cette médiatisation a entraîné chez elle un étrange sentiment de dépossession, mais heureusement la pression médiatique est rapidement retombée. Aujourd'hui, j'éprouve un sentiment de soulagement, de fierté, de me dire que j'ai réussi à le faire. Le lendemain de mon passage, je me suis offert un bracelet avec une émeraude, synonyme de renaissance et de renouveau. Oh, c'est mignon. Même ressenti pour Virginie, qui était pourtant persuadée qu'être confrontée à son agresseur créerait chez elle beaucoup de malaise et de tristesse et de dégoût. Et c'est tout le contraire, ça m'a fait un bien fou. Je me sens beaucoup mieux dans mes baskets, beaucoup mieux dans ma tête. Je peux lire des articles sans pleurer. J'en suis ressortie plus forte, relate-t-elle avec enthousiasme, loin de l'anxiété de l'avant-procès. Putain, je suis contente que ça les ait, que ça les ait libérés, en fait. Qu'elles aient senti ce soulagement. Je suis très contente. Et d'ajouter, je n'imaginais pas à quel point ça pouvait être réparateur. Leur avocate, Louise Aubray-Lebas, se réjouit de cet élan de résilience. Cette vaine thèse représente 16 victimes directes de Joël Le Squarnec et encourage fortement chacun et chacune à témoigner à la barre. Elle sait combien ce moment peut être traumatisant et douloureux pour les victimes qu'elle accompagne habituellement. Mais dans ce procès, c'est l'inverse, car ses clients ont eu le temps de digérer, de faire un travail sur leur trauma. Et plutôt que de les fragiliser, la confrontation avec leur agresseur agit sur eux comme un catharsis. J'ai pas le terme, c'est latin ? Ah ok, le fait de se purger. Une purification, séparation du bon et du mauvais. Ok, j'ai appris un mot. C'est une étape à part entière de leur reconstruction. Beaucoup d'accidents de voiture, on comprend mieux sa conduite dans les jeux d'horreur. Et effectivement. Non, en vrai, je conduis très bien. Chacun de mes accidents a une explication. Ok. Ok. C'est jamais de ma faute. Non, une fois, ça a été de ma faute. Attendez, 2 fois. Et encore, la deuxième, il y avait un animal qui est passé. Donc, c'était de la faute de l'animal. Je voulais pas le tuer et je l'ai pas touché. Je l'ai pas tué. C'est du grec. Ok, je croyais que c'est du latin, pardon. Ok. Du coup, sa consoeur, Francesca Satta, est du même avis. Les victimes qu'elle représente ont su reprendre le pouvoir à la barre, après avoir subi... Et je pense aussi le fait de... malheureusement, qu'il y ait autant de victimes, mais en fait, qu'il y ait autant de personnes avec qui tu peux... Tu peux partager la même expérience, un peu comme quand on subit quelque chose et qu'on se dit « Oh putain, je suis pas toute seule dans cette merde ». Tu sais, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un tu vois, qui vit exactement la même chose que toi. Et je pense que quand tu subis une agression, c'est dur de trouver quelqu'un, autant de personnes même, qui ont subi la même chose que toi et par la même personne et dans des circonstances horribles. Donc franchement, je comprends pourquoi il y a cette espèce de j'allais dire de sororité, mais il n'y a pas que des femmes, même s'il y en a plus que des hommes. Après avoir subi les agressions de l'ex-chirurgien étant enfant dans une impossibilité totale de répondre, elles apparaissent aujourd'hui droites dans leurs bottes, capables de lui dire
ce qu'elle pense, ce qui sera réparateur pour la dizaine de parties civiles qu'elle accompagne. C'est avant tout qu'il reconnaisse ce qu'il a fait exactement. Jusqu'ici, Joël Le Squarnec n'avait cessé d'osciller au gré des audiences entre une reconnaissance totale des faits et une forme de déni, en particulier concernant les victimes masculines, se retranchant parfois derrière un simple geste médical. Ah. Donc en fait, quand la victime, c'est un garçon, il veut pas assumer. C'est quoi? Le fait qu'il ne nie pas, le fait qu'il ne vient pas en face, ça doit aider aussi. Quoi? Ah, qu'il ne nie pas en face. Ben là, apparemment, il nie pour tout ce qui est garçon. Il a l'air prêt à assumer ses actes. Oui, après, il avait dit qu'il dirait la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Mais là, apparemment, pour les garçons, il a du mal. Hein. Tiens. Ok. Jeudi, l'ex-chirurgien a toutefois amorcé un virage dans son positionnement en reconnaissant l'intégralité des viols et agressions sexuelles commis sur les 299 victimes. Ah, donc il a tout reconnu. Sur toutes les victimes en même temps. Cette avancée majeure pourrait constituer un soulagement pour celle-ci, alors que ces dénégations étaient apparues comme une source de stress énorme, estime l'avocate Nathalie Ferreira de Sousa, qui a vu une violence supplémentaire de la part de l'ex-chirurgien. Face aux enquêteurs, il n'avait reconnu les faits que pour 3 des 5 victimes qu'elle représente. Cela a énormément joué sur la volonté ou pas de déposer, rapporte-t-elle. Ok, donc la 4e semaine, peut-être qu'il est fatigué de dire je nie, je reconnais l'intégralité, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait. En tout cas, là, il a assumé, il a tout reconnu pour les 300 victimes, enfin 299. L'avocat tient tout de même à leur faire des comptes rendus réguliers des audiences pour leur faire montrer la bienveillance de la Cour et peut-être les faire changer d'avis. Ici, ils ne seront pas un nom au milieu des autres, ils feront partie d'un groupe. On se sent vraiment ensemble dans le même bateau dans ce procès, souligne-t-elle. Un sentiment partagé par Olympe et Virginie qui ont désormais la sensation d'avoir intégré une communauté. Putain, Virginie et les 3 femmes entendues le même jour se sont tenues la main, se sont encouragées. Ah, c'est beau cette sororité. Se sont encouragées au milieu de leurs larmes communes. Mais tu m'étonnes que c'est réparateur. Hein. Regardez, franchement, c'est beau. C'est beau ce qu'elles arrivent à faire dans toute cette tragédie, quoi. La quadragénaire dit avoir senti cette même détresse qui nous liait, mais aussi cette même force. Depuis, avec ses sœurs de cœur, entre parenthèses, elles s'écrivent, prennent des nouvelles les unes des autres, affrontent ensemble l'immense fatigue de l'après-déposition. Je trouve ça trop mignon, je vous jure, incroyable. Olympe partage ce sentiment de grande proximité émotionnelle avec les autres victimes qu'elle a croisées au procès dans les jours qui ont précédé son témoignage. Elles en savent plus sur ma vie en 15 jours que certaines personnes de mon entourage en 36 ans, relève-t-elle. Oh putain, tu m'étonnes. Vendredi soir dernier, elle a attendu l'une de ses nouvelles amies à la sortie de l'audience. On est allé boire un verre, on a rigolé, on dédramatise, on se lance des vannes. Aujourd'hui, on sourit, on voit la vie du bon côté. Cette histoire ne nous a pas éteintes. Oh, c'est mignon, c'est trop mignon, je vous jure, je suis trop contente pour elle. Le compte-rendu est terminé. C'est un compte-rendu qui se termine sur une jolie note, malgré tout, malgré le trauma, enfin la tragédie plutôt, le drame de ces femmes. Mais c'est là que tu vois que nous, les femmes, on s'écoute. Nous, les femmes, on a de l'empathie. Et c'est très bien. Et c'est comme ça qu'il faut être. C'est comme ça. De belles choses naissent de la noirceur. Ouais, c'est un bon coup de pied au cul de la part de ces victimes, quoi. C'est un bon coup de pied au cul sur cet homme qui a voulu dominer, sur cet homme qui a voulu effacer, invisibiliser l'humanité de ses enfants. Donc je suis très 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 contente, très très contente.